Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur JMTV+. Dans cette tranche politique de la semaine, nous allons recevoir quelqu'un que vous aviez déjà vu il y a quelques mois sur cette chaîne. Il nous vient du Gabon, homme politique bien entendu. Il a été longtemps ministre sous les deux derniers chefs d'État gabonais. Aujourd'hui, il a soutenu à un certain moment le candidat malheureux aux dernières élections présidentielles, Jean Ping. Et il a pris son indépendance depuis quelques mois et mène désormais sa barque politique tout seul. On pourrait dire comme un grand, mais c'est déjà un grand, je ne sais pas comment on va le qualifier maintenant. Bonjour Monsieur René Desmaisons. Bonjour. Comment allez-vous? Cela va très bien. Et vous-même? Bon, je vais bien, merci. Chaudement, bizarrement, mais bon, je vais bien, merci. Alors, la dernière fois vous étiez à Paris, c'était... la dernière fois on s'est rencontrés, bien entendu, c'était en octobre 2016. Cela faisait environ 3 mois que des élections contestées s'étaient déroulées chez vous. Vous me parliez à l'époque de votre indépendance que vous aviez repris. Qu'en est-il aujourd'hui? Écoutez, cette indépendance de mon parti, puisque je suis président du parti Démocratie Nouvelle, j'ai continué à l'affirmer. C'est ainsi que lorsque le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a proposé un dialogue pour sortir de la crise post-électorale qui a duré de très longs mois, j'ai réuni les instances dirigeantes de mon parti pour examiner cette offre. Et nous avons décidé, à l'issue d'un bureau national, de prendre part à ce dialogue. J'ai donc pris part avec de nombreux autres partis politiques de l'opposition. Il a duré suffisamment longtemps. Je pense que les uns et les autres, vous en avez suivi les péripéties. J'ai eu de plus l'honneur d'être le chef de la délégation de l'opposition à ce dialogue et un des coprésidents du bureau du dialogue, puisque vous savez que le dialogue s'est déroulé tout au moins dans sa phase politique, selon une formule assez inédite de la coprésidence. Il y avait d'un côté 2 coprésidents pour le compte de la majorité, 2 pour le compte de l'opposition. Les coprésidents pour le compte de la majorité étaient le Premier ministre Emmanuel Issoze Gondé et le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, M. Faustin Boukoubi. Pour notre part, nous étions 2 coprésidents, M. Pierre Claver Maganga Moussavou, président du PSD, et moi-même, président de Démocratie Nouvelle. Nous assumions la lourde responsabilité de présider la délégation de l'opposition. On retrouve les mêmes tout le temps, hein? Pierre Claver Maganga Moussavou, que je salue, que j'avais rencontré il y a quelques années à son domicile au Badéguégué. Et vous, alors en 1993, vous étiez au dialogue national, corrigez-moi si je me trompe, vous étiez personnellement? Non, je n'étais pas au dialogue national, mais vous aviez dialogué déjà quand même au gouvernement à l'époque, mais je me trouvais au gouvernement en 93, en 94. Vous aviez il y a eu les accords de Paris, mais j'étais au gouvernement, mais je n'étais pas dans la délégation. Vous n'aviez pas dialogué du tout? Non, je ne faisais pas partie de cette délégation, mais j'étais déjà au gouvernement à cette époque. Donc vous étiez du bord qui demandait le dialogue à l'époque? Le dialogue n'a pas été en 94, le dialogue qui a conduit aux accords de Paris n'a pas été demandé spécifiquement par une seule des parties. C'est un dialogue qui est intervenu à la suite d'un appel à la paix des braves lancé par feu Pierre-Louis Agondio-Okawe, président du PGP, et ce dialogue a été accepté par la majorité et par l'opposition. On ne peut pas dire qu'il soit spécialement un dialogue initié par l'une des parties. Bon, on a compris que vous étiez du bord qui dialoguait à l'époque, même si vous n'aviez pas dialogué. En 1989, vous étiez au dialogue aussi? En 1989, en 2009. En 2009, pardon, 2009. Il n'y a pas eu de dialogue spécialement. Il y a eu une discussion pour faire la paix des braves. Non, la paix des braves, je vous en parle, c'est ce qui s'est passé en 1994, à l'issue de l'élection présidentielle de décembre 1993, qui a connu des incidents importants. Et M. Pierre-Louis Agondio-Okawe a lancé un appel à la paix des braves, ce qui a permis que les 2 parties en conflit se retrouvent, notamment à Paris, et ce qui a abouti aux accords de Paris. Par contre, il y a eu en 2006 ce que l'on a appelé les accords d'Arambo, qui ont surtout consisté
à revisiter le code électoral et à faire des réformes importantes, particulièrement en ce qui concerne le code électoral. Donc là, j'étais présent par contre dans la délégation du Parti démocratique gabonais lors de ces négociations d'Arambo. D'accord, vous étiez du bon bord à cette époque-là. Et cette année, si vous êtes du mauvais bord, on pourrait dire. Bon, c'est une façon de parler. Je ne pense pas que l'un des bords soit mauvais et que l'autre soit bon. Disons qu'en 2006, j'étais effectivement au gouvernement à l'époque et j'ai fait partie de la délégation de la majorité qui a pris part aux discussions d'Arambo. On ne peut pas dire que ce soit le bon bord et que l'autre côté était un mauvais bord. C'était toujours des compatriotes qui étaient face à face. Cette fois-ci, effectivement, je suis venu au dialogue qui s'est déroulé dernièrement à Ngonje en tant que membre de la délégation de l'opposition, en tant même que chef de cette délégation. Je ne peux pas dire que ce soit le mauvais bord. Le bord de l'opposition cette fois-ci. On va vraiment y plonger, M. Ndemezos, si vous voulez, dans quelques minutes. Mais connaissez-vous quelqu'un qui est dans un pays voisin au vôtre, qu'on appelle Augustin Kantchoukou-Menie? Vous l'avez connu, vous étiez ministre quand il était aussi au Cameroun. Oui, je le connais de nom, mais je n'ai pas eu de relation. Il avait un jour déclaré qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que ce n'est pas votre cas? Comment? Qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Est-ce que ce n'est pas un peu votre cas? Vous êtes... Non, je ne considère pas la politique comme un simple jeu. Je considère que la politique est une affaire très sérieuse. C'est vrai que le sport est aussi une affaire sérieuse. Mais je considère que la politique est une affaire suffisamment sérieuse pour ne pas se résumer à une question de ne pas manquer d'équipe. Je pense par contre que ce sont les circonstances historiques qui font qu'à un moment donné, on peut participer à la vie politique de son pays à partir de tel bord ou de tel bord politique. Mais ceci en fonction des convictions et en fonction des circonstances historiques. Les circonstances ont voulu qu'en 2006, j'étais membre du gouvernement gabonais et naturellement, je ne pouvais prendre part au dialogue d'Arambo que dans le cadre de la délégation du gouvernement, donc de la majorité. Cette fois-ci, le dialogue qui vient d'avoir lieu a lieu alors que pendant la campagne électorale présidentielle, j'ai soutenu Jean Ping, qui était le candidat principal de l'opposition. Vous étiez son directeur de campagne? J'étais son directeur de campagne, très exactement. Donc, ce sont ces circonstances historiques qui font que je suis venu au dialogue cette fois-ci en tant que leader de l'opposition. Mais ça ne s'apparente pas à un jeu. Que répondriez-vous à ceux qui aiment la chanson française et qui aiment bien Jacques Dutronc, qui a chanté « Je sais faire qu'une seule chose, je retourne ma veste ». C'est ce qui vous est reproché régulièrement sur les commentaires que je retrouve sur notre dernière interview. Est-ce que vous retournez tout le temps la veste? Non, je n'ai pas le sentiment de retourner ma veste. Je pense simplement, comme je viens de vous le dire, que mes prises de position correspondent à des périodes historiques bien précises. En 2006, pour déjà revenir même à 93, en 93, j'étais membre du gouvernement lorsque les négociations des accords de Paris ont eu lieu. Je n'y ai pas pris part, mais d'une certaine manière, je peux dire que moralement, j'étais avec la délégation de la majorité qui était présente à Paris pour ces négociations. En 2006, je me trouvais être également membre du gouvernement et tout naturellement, j'ai été désigné, j'ai eu le privilège d'être désigné par le chef de l'État, Omar Bongo Ndimba à l'époque, comme un des membres de la délégation du Parti démocratique gabonais à ces négociations. En 2016, cette fois-ci, après des circonstances sur lesquelles nous pourrions revenir, j'avais en 2015 démissionné du Parti démocratique gabonais. J'avais en avril 2016 créé mon propre parti Démocratie Nouvelle. J'ai été le directeur de campagne de Jean Ping. C'est donc en tant que membre à part entière de l'opposition que j'ai pris part au dialogue d'Angonje dernièrement, cette fois-ci, qui était convoqué par le président Ali Bongo Ndimba, mais où je suis allé en tant qu'un des membres de l'opposition. Donc, ce n'est pas, à mon avis, ce qu'on peut appeler des retournements de veste, mais c'est l'histoire qui s'est faite de cette manière-là. Petite parenthèse avant de revenir sur le dialogue national, car les téléspectateurs de JMTV+ y tiennent. Avez-vous regardé cette émission, Complément d'enquête, il y a quelques jours sur France Télévisions? Oui, je l'ai regardé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une longue émission. Je dirais que, de manière générale, cette émission
ne m'a pas apporté d'éléments particulièrement nouveaux. L'émission s'était attardée par exemple sur la vie d'Omar Bongo Ondimba. Et celle de son fils. Concerne la vie d'Omar Bongo Ondimba, je ne pense pas qu'elle ait amené un élément dont je n'avais pas connaissance auparavant. L'émission s'est attardée sur le fait que Omar Bongo Ondimba avait des relations dans l'ensemble de la classe politique française et avait une influence qui est reconnue de tous, bien au-delà du pays qu'est le Gabon, et qui allait y compris jusqu'à des pays comme la France. L'émission a montré une certaine richesse de la famille Bongo. Ce n'est pas quelque chose de particulièrement nouveau. Et en ce qui concerne le chef de l'État actuel, Ali Bongo Ondimba, je dirais également que l'émission n'a pas révélé des choses dont je n'étais pas au courant auparavant. Est-ce que quelque chose vous a choqué dans cette émission là? Je ne dirais pas que quelque chose m'a choqué, mais je dirais que ce que j'ai retenu d'essentiel dans cette émission, c'est que cette émission a commencé, je croyais voir le début d'une enquête. Elle a commencé par une interview d'un monsieur qui s'appelle monsieur Robert Bourgi. Et elle s'est conclue par une interview de monsieur Robert Bourgi. Alors, en suivant le déroulement de l'émission, je me suis posé finalement la question, quel était le but de cette émission? J'ai eu le sentiment que ce fameux complément d'enquête ou ce documentaire était finalement une entreprise initiée par M. Robert Bourgi, parce que finalement, c'est lui qui est au centre. Finalement, c'est lui qui puisqu'il apparaît comme étant un monsieur qui est une sorte de faiseur de roi, qui transportait des mallettes à des moments donnés de sa carrière entre des chefs d'État et d'autres acteurs politiques français ou autres, qui aurait été mandaté par le président Omar Bongo Ondimba pour aller voir le président Sarkozy, pour adouber le président Ali Bongo Ondimba, du moins pour qu'Ali Bongo Ondimba devienne chef de l'État, qui aurait eu des amis très haut placés, le président Sarkozy, monsieur Fillon, mais qu'il aurait fusillé dès lors qu'il n'aurait plus été en accord avec lui. J'ai eu le sentiment, au final, en regardant cette émission, que M. Robert Bourgi avait voulu passer un message qui est à peu près le suivant: quiconque ose s'opposer à Robert Bourgi est sûr de mal finir. Bon, si c'est ça la révélation, oui, de ce point de vue, ça a été une petite révélation pour moi. Ben, le journaliste ne dit pas souvent ce qu'il sait, mais je peux le confier aujourd'hui, 8 ans après, qu'avant l'élection d'Ali Bongo Ondimba en 2009, le même Robert Bourgi m'avait confié, à moi qui vous parle, qui allait présider le Gabon, qui allait retirer sa candidature, qui allait faire quoi, qui allait faire ci. Et j'avais fait diffuser cette interview sur une grande chaîne de télévision qui est basée en Angleterre. Oui. Donc, que faut-il croire alors? Ce qu'il révèle aujourd'hui est ce qu'il m'avait déjà confié il y a 8 ans et demi en amont. Bien. Que faut-il en conclure? Que M. Robert Bourgi est une sorte de monsieur omniscient, que tout ce qu'il prédit, c'est une sorte de prophète qui prédit l'avenir. J'ai eu le sentiment, un peu en regardant cette émission, que c'était un peu ça. Mais pour ma part, j'ai la faiblesse de penser que M. Robert Bourgi est immortel, que vous connaissez bien, comme un autre, que j'ai eu l'occasion de voir dans les couloirs du pouvoir à l'époque du président Omar Bongo Ondimba. Je n'ai pas la particularité d'être un ami ou une personnalité qui ait des liens particuliers avec M. Robert Bourgi. On va clôturer sur Robert Bourgi, mais iriez-vous jusqu'à dire que ce monsieur est un imposteur? Je n'irai pas jusqu'à le dire, je n'ai pas l'habitude de qualifier les gens. Je fais simplement observer que, à force de se croire plus important que tout le monde, on finit par être petit, et que finalement, M. Bourgi finira par trouver des gens plus grands que lui. On revient sur le dialogue national. Alors, vous conduisiez la délégation de l'opposition. Ce qui nous a frappé, vu de France, est que les vrais opposants, ceux qui se disaient vrais opposants, n'étaient pas à ce dialogue-là. Je vais nommer ici celui dont vous étiez le directeur de campagne, Jean Ping, donc le challenger d'Ali Bongo, n'était pas à ce dialogue national-là. Peut-on dire que ce dialogue national a été une réussite sans la partie principale de l'opposition? Bon, je voudrais d'abord faire une observation sur votre concept de vrai opposant et de faux ou non vrai opposant. Ce sont eux qui le disaient. Mais il me semble que, comme vous l'avez reconnu, j'étais le directeur de campagne de Jean Ping.
Si on est le directeur de campagne d'une personnalité qui a été le principal candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, peut-on considérer que la personnalité qui est directeur de campagne est un vrai opposant ou ne l'est pas? Il me semble que le moins qu'on puisse dire, c'est que on ne devient pas directeur de campagne d'un candidat aussi important que l'a été M. Jean Ping si on ne représente soi-même rien du tout. Donc le dialogue s'est fait entre la majorité et une délégation de l'opposition composée d'opposants. Certes, tous les opposants n'étaient pas là, mais je pense qu'il y a une cinquantaine de partis qui étaient représentés au dialogue d'Angodje. Ce sont des opposants. Et je ne pense pas que la valeur des actes issus de ce dialogue soit amoindrie par le fait qu'un tel ou un tel n'était pas là. Je vais vous citer des noms. Je vous prie de me dire si oui ou non cette personnalité était présente. Est-ce que M. Zakari Miboto était à ce dialogue? Non, M. Zakari Miboto n'était pas à ce dialogue. Est-ce que M. Guy Zubandama était à ce dialogue? Non, M. Zubandama n'était pas à ce dialogue. Est-ce que M. Ping était à ce dialogue? Non, il n'était pas à ce dialogue. Est-ce que M. Jean Eguendon était à ce dialogue? Non, il n'était pas à ce dialogue. Est-ce que M. Kazmi Oyemba était à ce dialogue? Non, il n'était pas à ce dialogue. Est-ce que Marcel Tchorere était à ce dialogue? Oui, il était à ce dialogue. Ah. Et j'aurais voulu qu'après que vous ayez égrené un certain nombre de noms de ceux qui n'étaient pas au dialogue, vous égréniez aussi quelques noms de ceux qui étaient au dialogue. Est-ce que vous connaissez M. Léon Bouyembi? Bien sûr. Il était à ce dialogue. Est-ce que vous connaissez M. Séraphin Dao? Oui, je connais Séraphin Dao. Vous connaissez M. Pierre Claver Maganga Moussavou? Je le connais très bien car j'ai bu de l'eau chez lui un jour il y a 5 ans. Alors, je dois donc dire, en conclusion de ça, parce que je ne vais pas égrener tous les noms, qu'il y avait des personnalités de l'opposition gabonaise qui étaient absentes de ce dialogue, et il y avait des personnalités de l'opposition gabonaise qui étaient présentes au dialogue. Je ne suis pas d'accord avec votre affirmation pour parler de personnalités de seconde zone. Si je prends par exemple M. Pierre Garvey Maganga Moussavou, il pèse combien aujourd'hui dans votre pays? Il est maire d'une des plus grandes villes du Gabon. Il est maire de Mouila. Tout à fait. Beaucoup de ceux que vous avez cités là n'ont pas été présents ou n'ont pas gagné la moindre élection au Gabon au cours des dernières années. Donc, oui. Comment ça? M. Guizouma Dama était bien président de l'Assemblée nationale il y a Je vous dis, mais dites-moi quelle est l'élection. Dites-moi quelle est l'élection que M. Miboto a gagnée, à laquelle il s'est présenté récemment et qu'il a gagné. Dites-moi l'élection à laquelle M. Casimir Oyemba s'est présenté récemment et qu'il a gagné. Je parlais de Guy Zubandama, je l'ai cité car lui, Guy Zubandama était président de l'Assemblée nationale. Député avant d'être choisi par ses pairs pour présider. M. Pierre Claver Maganga Moussavou a été longtemps député, il était maire. Il est maire en exercice. Moi-même, au moment où j'ai démissionné du Parti démocratique gabonais au mois de février 2015, j'étais député pour la 4e législature de suite à l'Assemblée nationale. Donc, en résumé, je pense que la question n'est pas de savoir si toute la classe politique gabonaise était présente ou non au dialogue. La question est de savoir si les questions qui ont été traitées lors de ce dialogue sont des questions qui intéressent l'évolution politique de notre pays et si les résolutions issues de ce dialogue sont des résolutions qui permettent d'aller dans le sens d'une démocratie mieux articulée, de réformes qui permettent que les élections deviennent plus transparentes et donc plus crédibles. Vous aimez le poisson, c'est sûr. Nous n'allons pas essayer de le noyer. Comment évoquer les problèmes qui ont été traités sans évoquer ceux qui ont participé au traitement de ces problèmes-là? Si Jean Ping n'est pas du dialogue national, peut-on dire qu'au Gabon, ce dialogue national a été une réussite? Bien sûr. Je pense que le dialogue national n'était pas une autre commission électorale bis. L'objet du dialogue n'était pas de revisiter les résultats de la dernière élection présidentielle. L'objet du dialogue était, en prenant compte du fait que l'élection présidentielle a déjà eu lieu, de faire en sorte que les Gabonaises et les Gabonais se retrouvent, discutent pour adopter des réformes qui peuvent faire en sorte, s'agissant des questions électorales par exemple, de faire que la loi électorale puisse évoluer, que des dispositions électorales puissent être améliorées, que les élections à venir puissent être plus transparentes, de manière à ce que les résultats électoraux soient mieux acceptés. Voilà l'objectif. Donc ceci, la discussion de ceci n'est pas subordonnée à la question de savoir si tel ou tel candidat à l'élection présidentielle est présent lors des discussions
ou non. Je crois que c'est ça qu'il faut bien retenir. L'objet du dialogue d'Angonje n'était pas de revoir qui a gagné les élections présidentielles d'août 2016 ou non. La question était de discuter des institutions gabonaises, des réformes qui peuvent être apportées à ces institutions pour les consolider, pour les améliorer, de discuter du système électoral, d'apporter des réformes électorales qui peuvent faire en sorte que les élections à venir soient meilleures. Donc, les discussions sur ces questions-là ne dépendent pas de la question de savoir si tel ou tel candidat à l'élection présidentielle, fût-il Jean Ping, était présent ou pas. Non, non, je ne parle pas de celui qui a gagné. Vous avez certainement, comme tout Africain, issu d'un pays d'Afrique francophone, suivi les élections présidentielles en France. Alors, dans mon pays, la France, le vainqueur a été, sans contestation, Emmanuel Macron. Sa challenger fut Marine Le Pen. Peut-on aujourd'hui parler de discussion politique en France sans évoquer le second parti français, c'est le second parti français, le Front National. Peut-on aujourd'hui discuter avec l'opposition française sans évoquer le Front National, pour vous? Non, je crois, comme on dit, comparaison n'est pas raison. Je pense que les contextes sont totalement différents ici. Ah ben, Marine Le Pen, le Front National est pire que le parti de Jean Ping. Hein? Non, ce n'est pas en termes de pire. Je dis que ici, nous n'avons pas eu de contestation des résultats des élections présidentielles en France. Au Gabon, il y a eu contestation des élections. Ce que je m'efforce, comme toujours, ce que je m'efforce de dire, c'est que l'objet du dialogue qui a eu lieu n'était pas de reprendre l'élection. Auquel cas, on aurait dit les différents candidats qui étaient présents lors de l'élection ne sont pas tous présents, on ne peut pas avancer dans le dialogue. Le dialogue avait pour but de revisiter le code électoral. Le dialogue avait pour but de revisiter les institutions de la République gabonaise. Et à partir de ce moment-là, dès lors qu'un certain nombre d'acteurs de la vie politique gabonaise, des leaders de partis politiques, en quantité suffisante de la part de la majorité et de la part de l'opposition, des représentants de la société civile se sont retrouvés, il était tout à fait normal de discuter de ces questions. La question de savoir si tel ou tel candidat à l'élection présidentielle n'était pas présent n'était pas une question réellement importante. Donc, en posant la question, est-ce qu'on peut... Monsieur Demezo, vous êtes un politicien aguerri, ça je vous le concède, mais je ne comprends pas que dans un petit pays, quand on parle de discussion pour réconcilier les gens, qu'on ne fasse pas appel à la seconde force politique du pays. Peut-on qualifier votre dialogue de sérieux lorsque la seconde force politique du pays n'est pas présente vous mélangez deux choses. Qu'on fasse appel à toutes les forces pour dialoguer, c'est absolument une nécessité. C'est pour ça que le dialogue était inclusif. Donc, ceux qui ont initié ce dialogue, et nous, les partis de l'opposition qui sommes allés au dialogue, l'appel a été lancé à tout le monde. Mais les partis sont libres d'accepter de venir au dialogue ou de ne pas venir au dialogue. Mais peut-on, parce que moi je suis président d'un parti qui s'appelle Démocratie Nouvelle, dire que comme le représentant de tel parti dit qu'il ne va pas au dialogue, vous, Démocratie Nouvelle, vous n'avez pas le droit d'aller au dialogue. Donc il y a eu un appel lancé à tout le monde, il y a eu des consultations organisées par le Premier ministre pendant près de 2 mois, pour recevoir les différents partis politiques, pour que chacun donne sa position, s'il veut prendre part au dialogue, s'il ne veut pas prendre part au dialogue. Et puis, à un moment donné, ceux qui se sont décidés à venir au dialogue sont allés au dialogue. Et ceux qui ont dit qu'ils ne viennent pas au dialogue ne sont pas allés au dialogue. Nous sommes toujours en démocratie. On ne peut pas obliger quelqu'un à marcher s'il décide de rester assis. Donc, mais l'histoire avance, même si quelques-uns choisissent de rester assis. Donc, ceux qui sont allés au dialogue ont dialogué. Ils ont pris des résolutions. Quelles sont ces résolutions? Ces résolutions vont être transformées en loi pour ce qui est du domaine de la loi. Elles vont être transformées en décret pour ce qui est du domaine réglementaire. Mais elles vont s'appliquer à la nation entière. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas venus au dialogue verront malgré tout ces résolutions s'appliquer même à eux. Quelles sont ces résolutions? Dans le domaine, par exemple, des réformes électorales, il y a eu des avancées, à mon avis, extrêmement importantes. Premièrement, on est revenu au mode de scrutin à 2 tours s'agissant des élections uninominales, c'est-à-dire des élections parlementaires, législatives et des élections présidentielles. À mon avis, c'est une conquête importante pour les forces démocratiques gabonaises, parce qu'en observant la vie politique en Afrique,
d'une manière générale, là où les alternances démocratiques ont eu lieu, elles ont dû bénéficier de ce mode de scrutin. Parce que l'expérience montre qu'en général, le parti au pouvoir dispose de tellement d'avantages que, en allant à des élections à un tour, il est extrêmement difficile pour l'opposition de venir à bout du parti au pouvoir. Donc, ce retour à des dispositions qui existaient déjà antérieurement dans notre pays, mais qui avaient été revues les années précédentes, est une reconquête, si je dois dire, du mouvement démocratique gabonais, parce que ça permet de donner une perspective plus optimiste aux luttes du peuple gabonais en matière d'alternance politique. Deuxième chose, l'organisation même des élections a été fondamentalement revue. C'est-à-dire que on aura toujours, cette fois-ci, un centre gabonais des élections, mais qui sera organisé de la manière suivante. À parité, il y aura un nombre de représentants de la majorité, un nombre de représentants de l'opposition, mais la personnalité qui va diriger ce centre gabonais des élections sera une personnalité élue par ses délégués sur la base d'une liste d'aptitudes après appel à candidature. Elle ne sera pas issue des membres des deux partis. Donc ça peut être une personnalité indépendante qui a une expertise telle qu'elle elle se présente à cette élection, ce sera une véritable élection, elle est retenue comme étant apte à diriger le centre gabonais des élections, et c'est cette personnalité qui par la suite, avec de manière paritaire des représentants de la majorité de l'opposition, va mettre au point l'ensemble du bureau de la commission électorale, va mettre au point les bureaux du centre gabonais des élections au niveau provincial, au niveau départemental, au niveau communal, au niveau des arrondissements et dans le cas des élections présidentielles, au niveau des consulats. Et ce qui est une quasi-révolution, c'est ce centre gabonais des élections qui désormais va s'occuper de l'ensemble des tâches électorales. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur ne va plus s'occuper que des questions préélectorales. Établissement des listes électorales, établissement des cartes d'électeurs, convoyage de ce matériel électoral dans les localités où les élections doivent avoir lieu. Mais tout le reste, l'organisation a proprement parlé de l'élection. Et surtout, l'annonce des résultats va désormais revenir au centre gabonais des élections. Et nous savons dans le cas du Gabon que l'annonce des résultats par les préfets, par les gouverneurs, par le ministre de l'Intérieur, par les ambassadeurs, a joué un rôle fondamental dans les résultats électoraux auparavant. Si je m'en réfère rien qu'à l'élection présidentielle de 2016, nous savons quel rôle immense a été joué par les gouverneurs dans l'annonce des résultats. Surtout les gouverneurs faisaient tout partie du parti au pouvoir. À partir de maintenant, les gouverneurs sont écartés de cette annonce des résultats. Le président du conseil du centre gabonais des élections, comme je vous l'ai dit, il est élu sur appel à candidature. Or, auparavant, le président de la commission de la Sénap, de la commission électorale nationale autonome et permanente, était désigné par la Cour constitutionnelle. Donc ce sont des changements majeurs qui font donc qu'on va avoir des élections plus transparentes et on peut donc espérer à partir de là avoir des lendemains électoraux plus apaisés. C'est-à-dire que le vrai vainqueur sorti des urnes soit aussi le vainqueur annoncé par le président du centre gabonais des élections. Voilà ce pourquoi nous sommes allés au dialogue. Plus d'autres réformes importantes. Bon, d'accord. On ne va pas tous dégrainer ici, là, bien que j'aimerais que JMTV+, et ses téléspectateurs aient tout cela dans les mains, mais dites-moi, est-ce que vous aimez la technologie dans votre pays, l'avancée de la technologie? Bien sûr. Bien sûr. Pourrait-on imaginer qu'aux prochaines élections, le président de chaque section de la Commission nationale des élections puisse filmer le procès verbal avec son smartphone et l'envoyer au chef qui les coiffe à Libreville? Oui, c'est une évolution tout à fait non seulement possible, mais souhaitée par nous. Mais je pense qu'à partir du moment où le président du centre gabonais des élections va être désormais une personnalité qui est élue et qui dispose donc d'une autorité morale suffisante pour exercer l'ensemble de ses prérogatives, des évolutions technologiques telles que celles que vous signalez sont tout à fait envisagées. Et ça va être dans les modalités pratiques de la mise en œuvre du centre gabonais des élections que toutes ces questions, sous ces divers aspects, vont être examinées.
Alors, en préparant cette interview, j'ai lu que votre parti Démocratie Nouvelle n'est pas affilié à la majorité présidentielle. Je vous ai dit très clairement que Démocratie Nouvelle est allé au dialogue en tant que membre de l'opposition et que celui qui vous parle a eu l'insigne honneur d'être désigné par les partis de l'opposition qui sont allés au dialogue comme devant conduire la délégation de l'opposition au dialogue. Donc à partir de là, il est clair que notre parti ne fait pas partie de la majorité présidentielle. Sorti de ce dialogue national, pourrait-on imaginer voir un gouvernement d'unité nationale comme on a coutume de le dire en Afrique? Oui, je pense qu'il y aura un gouvernement, je ne sais pas s'il sera qualifié d'unité nationale, mais ce qui est sûr, c'est que l'un des actes du dialogue dit expressément qu'il faut, à l'issue de ce dialogue, un gouvernement dont les missions sont notamment la mise en œuvre, l'application intégrale des actes du dialogue. Et il est naturel puisque les actes du dialogue ont été adoptés consensuellement par les deux délégations, celle de la majorité et celle de l'opposition. Nous avons pensé au niveau de la délégation de l'opposition et nous avons abouti à un accord là-dessus avec la délégation de la majorité, qu'il est normal que ce qui a été élaboré ensemble soit mis en œuvre ensemble. Parce que nous ne pouvons pas adopter l'attitude suivante. Après avoir adopté, après de longues semaines de discussion, des résolutions, donc contrairement aux apparences, l'aboutissement n'a pas toujours été facile comme on peut le croire. Nous ne pouvons pas laisser une seule des parties mettre en œuvre ces actes-là. Il faut donc que les deux parties soient associées. C'est pour cela que l'un des aspects du travail du gouvernement, du prochain gouvernement, va être la mise en œuvre des actes du dialogue. À partir de là, pour que ces actes soient mis intégralement en application de manière consensuelle comme ils ont été adoptés, il faut que soient représentés au sein du gouvernement des membres de la majorité et des membres de l'opposition. Donc l'opposition sera représentée au sein du prochain gouvernement. Parlant de l'opposition, il se murmure que les deux conducteurs de l'opposition à ce dialogue national, l'un des deux pourrait être nommé vice-président et vous êtes pressenti. Écoutez, la nomination du vice-président de la République est une prérogative du président de la République. Ce qui est sûr, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'opposition sera représentée au sein du prochain gouvernement. Et l'opposition pourrait également, et c'est naturel, être représentée à la tête de certaines institutions. Maintenant, la question de qui, en termes de personnalité, sera nommé à telle ou telle fonction, c'est une prérogative qui échoit uniquement au président de la République. Monsieur René Demezor, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je n'ai pas tilté là-dessus car je ne sais pas tout? Non, je voulais simplement à nouveau exprimer le plaisir que j'ai eu de m'entretenir avec vous parce que par la franchise et le caractère direct de vos questions, vous permettez que certaines zones d'ombre dans ce qui a été fait au cours des derniers mois soient levées. Je vous félicite pour cette franchise avec laquelle vous conduisez le débat. Pas encore. Et je pense que je n'ai pas de questions particulières que j'aurais aimé voir poser, mais je suis toujours disponible pour répondre aux questions que vous aimeriez poser. J'en ai deux encore. Jusque-là. Vous savez que Jean Ping est en ce moment en France. Il sera demain à Genève où il tiendra une conférence de presse. Qu'en pensez-vous? Mais Jean Ping est un citoyen gabonais. Il a la liberté d'aller et venir là où il veut. Donc je n'ai aucun commentaire particulier à faire sur ses allées et venues. Il est libre d'aller où il veut et il est libre de tenir les réunions qu'il veut et d'y tenir les propos qu'il envisage tenir. Est-ce que vous revoyez souvent Jean Ping et vous? Je ne l'ai pas revu depuis que j'ai décidé de quitter la coalition qu'il dirige. Vous ne téléphonez plus? Ça ne me paraît pas indispensable. L'amitié est finie alors? On ne peut pas le dire, mais je ne l'ai pas revu depuis un certain temps. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer des coups qui ont été portés, qui avaient été portés aux militants de son parti ce 31 août. De plus en plus de vidéos sortent, de plus en plus de voix s'élèvent pour pointer la violence policière qu'on impute à Ali Bongo Ondimba, le président de la République actuelle. Voulez-vous faire un commentaire là-dessus? Bon, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait des militants du parti de Jean Ping qui aient été frappés par les violences, puisque, à ma connaissance, Jean Ping n'a pas de parti.
Ça, c'est une première précision. Maintenant, il est vrai que des violences ont été exercées sur les citoyens gabonais à l'occasion de la crise électorale. Merci. Pour parler très franchement, moi-même qui vous parle, j'étais dans le quartier général de Jamping le 31 août au soir. Donc, je suis quelqu'un qui a vécu en direct le moment le plus fort de cette crise électorale. Y a-t-il eu des violences à son Oui, il y a eu des violences. Nous les avons toujours dénoncées, mais perpétrées par le pouvoir. Le pouvoir en place. Bien sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la CPI peut inquiéter Ali Bongo si le pouvoir en place a perpétré des violences sur des Gabonais. Écoutez, la CPI fait son travail. La CPI est venue au Gabon dernièrement. Mais je dois dire qu'il faut quand même rappeler que la CPI est venue à la demande du gouvernement gabonais. Donc nous avons toujours, en ce qui concerne mon parti, demandé que toute la lumière soit faite sur les violences post-électorales. Nous avons demandé. Si nous le demandons, c'est parce que nous reconnaissons qu'il y a eu des violences post-électorales et nous en avons été victimes. Et quand je vous reprenais tout à l'heure en parlant des militants du parti de Jamping, je ne connais pas de parti de Jamping. Par contre, je connais des militants de mon parti qui ont subi ces violences comme des militants d'autres partis. Nous avons toujours demandé que la lumière soit faite là-dessus. Est-ce que c'est la CPI qui va établir toute la vérité là-dessus? On verra. Mais nous avons demandé, même sans la CPI, qu'une enquête approfondie soit faite pour qu'on voit très bien qu'est-ce qui s'est passé lors de cette crise post-électorale et que toutes les violences soient identifiées, que les victimes soient identifiées. S'il y a eu des morts, et il y en a eu, que oui, il y en a eu, personne ne nie qu'il y ait eu des morts, que dans ce cas ces morts soient identifiés, ils ne vont pas ressusciter, mais que les coupables soient châtiés, que les familles qui ont perdu les leurs soient indemnisées. Et lors du dialogue, nous avons posé ce problème. Et il y a, au cours de la commission numéro 4 du dialogue, tous ces problèmes qui ont été posés. Qu'une commission va être mise sur pied, composée de part et d'autre de membres issus de la majorité, de membres issus de l'opposition, pour continuer à enquêter pour que toute la vérité soit faite sur les violences post-électorales. Maintenant, si la CPI s'y mêle, si elle permet d'aboutir à la vérité, tant mieux. Mais l'essentiel pour nous, c'est qu'il y ait la vérité. Et qu'une fois qu'on a la vérité, que la justice soit rendue. Que la justice soit rendue. Et une fois que la justice est rendue, que la réconciliation aussi soit entamée. Donc, nous posons dans notre parti ces problèmes en disant qu'il faut qu'il y ait la vérité. Après la vérité, il faut qu'il y ait la justice. Après la justice, il ne faut pas que s'instaure un climat de vengeance. Il faut nécessairement qu'il y ait réconciliation. Parce que de toute façon, ce n'est pas à force de remuer le couteau dans la plaie en rappelant qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Mais le Gabon doit malgré tout avancer. Il faut que nous enterrions les morts. Et moi, personnellement, dans ma famille, j'en ai eu. Oui, j'ai eu des jeunes qui, proches de ma famille ou proches de mon parti, qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés lors de ces événements. Perdu la vie dans les violences perpétrées par la police. Dans les violences. Donc par le pouvoir en place. Dans les violences. Oui. Donc ceci n'est pas en soi une nouveauté. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on s'arrête à ça? Je dis non, il faut connaître la vérité. Ensuite, il faut qu'il y ait la justice. C'est-à-dire qu'on châtie les coupables de ces violences. Le principal coupable, c'est Ali Bongo, puisque c'est le pouvoir en place. Non. Nous ne pouvons pas, sans enquête, conclure que le principal coupable, c'est elle. Monsieur Devezor, je pense que le monde entier aurait du mal à comprendre que Laurent Gbagbo est enfermé aujourd'hui. On lui reproche les mêmes faits qu'à Ali Bongo. Écoutez, je pense que si on demande que des enquêtes soient faites, c'est pour que la vérité soit connue. Et donc, je ne pense pas qu'il faille condamner des gens avant ces enquêtes, avant que cette vérité ne soit révélée. Mais je dis, il n'y a pas de raison de cacher la vérité. Donc les enquêtes doivent être menées. Si la CPI concourt à ces enquêtes, tant mieux. Je ne vois pas de mal à cela. Mais je pense qu'il faut donc laisser ces enquêtes être menées jusqu'au bout, que la vérité soit établie. Et lorsque la vérité est établie, que la justice soit rendue. Et lorsque la justice est rendue, moi j'affirme qu'il ne faut pas que la justice soit rendue dans le sens de développer un climat de vengeance. Parce que dès qu'on rentre dans la vengeance, on rentre dans un cycle infernal. Il faudra nécessairement que les Gabonaises et les Gabonais
après avoir connu la vérité, après que la justice soit rendue, se réconcilient. Que le dialogue qui a eu lieu, c'est déjà un pas dans cette direction, parce que au moins il a permis que des Gabonaises et des Gabonais qui ne se sont pas parlé pendant ces longs mois de crise post-électorale puissent s'asseoir à nouveau ensemble et puissent dialoguer. Certains Gabonais ont répondu à cet appel au dialogue, d'autres n'y sont pas venus, mais le dialogue reste inclusif. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas venus à Ngondje, ils peuvent marquer leur accord avec certaines des conclusions qui ont été tirées à Ngondje. Et puis le dialogue reste inclusif. Je pense que ce n'est pas parce qu'on n'a pas discuté hier qu'on ne peut pas discuter aujourd'hui. Donc les portes du dialogue ne sont jamais fermées. Je suis même de ceux qui pensent que le dialogue doit être inscrit en lettres d'or dans notre constitution, comme devant être une pratique permanente et non pas une pratique exceptionnelle, comme ça se faisait autrefois au temps de nos ancêtres. Je pense que il faut nécessairement que les Gabonaises et les Gabonais s'assoient, parlent, parce que nous n'avons pas de pays de rechange. Il y a peut-être certains qui ont d'autres patries. Moi qui vous parle, moi je n'en ai qu'une. Je vous conseillerais pas de changer votre beau pays pour un autre. Hein? Pas du tout, et je n'ai jamais envisagé cela un seul instant. Merci beaucoup, monsieur René Desmaisons, et sachez que vous êtes toujours la bienvenue sur JMTV+. Et si jamais les choses ont changé pour vous, j'aimerais bien retourner au Gabon, où je suis considéré comme média de l'opposition. Pourtant, c'est pas vrai. Je ne suis pas gabonais, j'aime juste votre pays. J'aimerais bien venir dans votre pays. Vous posez ces questions-ci. Vous parlez, moi je suis un patriote gabonais, je suis un patriote africain. Je considère que l'Afrique est une, même si il existe encore des barrières entre les différentes nations. Mais que l'Afrique n'a de chance de s'affirmer dans ce monde du XXIe siècle qu'en étant une. Face à la puissance de l'Asie, face à la puissance de l'Amérique, face à une Europe qui essaye tant bien que mal de faire son unité, l'Afrique n'a sa chance que si elle est unie. Donc je pense que tout patriote africain doit être le bienvenu dans tout pays africain. Et de ce point de vue, je serai tout à fait heureux de vous accueillir au Gabon si demain l'occasion vous est donnée de venir dans ce pays, qui est le vôtre, parce que c'est un pays africain. Ah bah écoutez, j'ai votre numéro de téléphone, je vous appellerai au moment venu. Chers téléspectateurs de JMTV+, et de ses partenaires, c'est ici que s'achève cette tranche politique. On se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.